bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique et Big Data Hebdo. Aujourd'hui, c'est le Massi 122 ou le Big Data Hebdo 209 et je suis entouré de gens merveilleux tels que Pierre Semb. Bonjour Coucou à tous. Pierre. Steven Leroux. Bonjour. Vincent, tu es là, Vincent? Tu te caches? Bonjour à tous. Ah, et Jérôme, tu te caches toi aussi derrière ces lapins. Bonjour. Bon, on va faire un tour de table rapide. Si vous êtes perdu, vous savez pas pourquoi on a nos camarades de Big Data Hebdo ici, ou si vous êtes écoutez le Big Data Hebdo et vous comprenez pas ces gars à l'accent bizarre que vous parlez, je vous remets aux épisodes précédents, 121 Massi de 108 Big Data Hebdo. Donc, petit tour de table, moi c'est Horacio González, je m'occupe de la partie de frêle chez Clever Cloud. Et Vincent, qui tu es? Bonjour, je suis Vincent Huchling, je suis cofondateur du Big Data Hebdo et mon quotidien, c'est d'aider mes clients à construire et utiliser mieux la data et l'IA. Nickel. Jérôme, et toi? Bonjour, moi je suis co-animateur du Big Data Hebdo et puis je travaille chez Zinea comme Professional Services Consultant. Parfait. Steven? Bonjour, moi je suis Steven Leroux, je suis ingénieur chez Clever Cloud et je m'occupe de l'équipe d'ingénierie. Et pour finir, Pierre? Hello, moi je travaille sur la partie matériel et systèmes distribués chez Clever. Et si vous avez loupé l'épisode précédent, on va continuer à parler de FoundationDB. Donc, Vincent, je te laisse reprendre là où on a été arrêté l'autre jour. Effectivement, on s'est arrêté l'autre jour. Alors, comme je disais, moi je me posais une question à la suite de cet épisode en me disant mais comment ça se fait, il n'y a pas possibilité d'utiliser DuckDB avec FoundationDB. Et donc ça, c'est peut-être une question à laquelle on arrivera à répondre de pourquoi est-ce que ce serait pas forcément une bonne idée. Et pour venir sur ce sujet, l'autre jour, on a vraiment détaillé comment fonctionnait FoundationDB. Alors moi, j'ai plein d'idées suite à ça. Faudra vraiment que je prenne du temps pour essayer ça. Parce qu'il y a vraiment des concepts passionnants dans tout ce que vous nous avez expliqué. Merci. Par contre, maintenant, on va regarder un petit peu de la manière appliquée, c'est-à-dire ce FoundationDB. Dans quelle mesure vous en avez fait quelque chose, un asset critique chez vous, et comment est-ce que vous avez construit des offres qui sont un peu l'avenir de ce que vous voulez faire en termes de gestion de données dans vos environnements. L'histoire, c'est pourquoi est-ce que on peut qualifier ça de building block for everything chez vous, et le produit sous-jacent chez vous, c'est Materia. Et quelle est votre vision autour justement de ce Materia pour pouvoir construire. Alors la première itération, c'est Materia KV, mais j'imagine que vous avez d'autres idées par rapport à ça. Ouais. Allez. Peut-être avant de parler Materia, on peut prendre l'ordre chronologique parce qu'il est assez important, je pense, au sein de Clever. Donc, comme on l'a dit, on a construit on a une boîte à outils, du coup on a dû construire des choses pour faciliter l'accès et le développement de couches applicatives. Mais au final, le premier cluster fondation qu'on a déployé, c'était pour la nouvelle release de Warp, donc une solution de time series qu'on utilisait massivement, et on a dû déployer. Ça a été le premier cluster qu'on a déployé côté Clever. C'est celui qui a subi le plus les plâtres, tu sais, des premiers déploiements à l'échelle de fondation, mais on en est super content. Ça a changé notre vie opérationnelle entre Edgebase et fondation. Aujourd'hui, pour te donner une idée, on a 3-4 mois de rétention dans ce cluster-là de télémétrie. Et on a 50 Tera dedans. D'accord.
non répliqué. Enfin, Ok. avant réplication. Avant réplication, c'est-à-dire que foncièrement vous faites ça sur plusieurs localisations, j'imagine. Donc vous êtes répliqué. C'est le même schéma de réplication que ce qu'on avait classiquement avec de la Hadoop, du HBase avec Foundation, c'est-à-dire 3 instances localement et puis un data center distant où on se retrouve à nouveau avec les mêmes. C'est le grand classique de ce qu'on a habituellement ou c'est un peu différent? C'est le truc assez classique. En fait, dans le modèle de fondation, tu as une mini queue qui est poll, et du coup, tu as les 3 machines qui pollent l'info. Le truc vraiment notoire, c'est qu'on a divisé notre nombre de machines par 2 en prenant entre HBase et Fondation, on a divisé par 2 le nombre de machines pour une workload qui était plus grande. C'est moins de CPU consommé ou c'est moins de mémoire ou les deux? C'est c'est vraiment un usage global en fait qui est on a vraiment divisé par 2 l'usage CPU RAM en passant sur quelque chose quand même qui est mono-threadé. Alors Fondation est mono-threadé, mais il fonctionne en distribué, donc on triche un peu, mais on est quand même les perfs qu'on avait, de toute façon, on peut en parler. Chez nous, le cluster Warp 10, c'est entre 100 et 120 000 écritures par seconde tout le temps. Ouais. Avec l'ancien cluster, on montait à 300, 400 000 lectures par seconde en parallèle. Aujourd'hui, quand on commence à scanner massivement, on tape très facilement les 5-6 millions de lectures sans incidence de prod. Sur le même hardware, sur la même emprise hardware. On a upgrade un peu le hardware, mais on a divisé par 2 le nombre de machines. Et alors, ouais, vas-y, je t'en prie, pardon. Non, vas-y, je t'en prie, dis-moi. Et alors, puisqu'on parle, là, on va beaucoup parler plus des usages et de la manière dans laquelle on le fait. Un des gros projets que vous avez eu chez Clever ces dernières années, ça a été la refonte de votre système de log que vous avez basé sur Pulsar. Alors, il y a plein de choses qui font que Pulsar était évidemment une très bonne idée, notamment la capacité de remonter dans le temps, de pouvoir rejouer, de pouvoir redérouler les choses. Est-ce que dans FoundationDB, vous auriez vu un intérêt, vous auriez pu construire ça dans FoundationDB, ce log, ce puits de log entre guillemets? Ouais. Alors, tu spoil un peu ce dont je voulais qu'on parle, mais en fait, on est tellement content de l'opérationnel et de la connaissance qu'on a obtenue de Fondation qu'on projette moyen terme de venir changer le stockage de Pulsar. D'accord. Pour du Fondation. En fait, nous, l'intérêt qu'on voit, c'est d'avoir entre guillemets une équipe opérationnelle Fondation qui va s'occuper de N clusters, et après toute autre problématique data n'est qu'une couche stateless par-dessus du Fondation. Et donc en fait, Pulsar a une très bonne séparation du stockage avec Bookkeeper. Aujourd'hui, nous, on remarque, on commence à taper des limitations de Bookkeeper et des limitations de ZK avec un usage Pulsar. Notamment avec les logs et les access logs. Et ben en fait, tu vois, on commence à se dire qu'on aurait un intérêt très fort pour venir mutualiser ces stacks et faciliter le truc. On recrute d'ailleurs, by the way, sur ce genre de poste. Aujourd'hui, Bookkeeper, il stocke dans du HDFS ou il stocke sur autre chose? Bookkeeper. Bookkeeper. Non, Enfin, Bookkeeper, c'est lui qui stocke directement. Il stocke directement, il n'y a pas de sous-système. Okay. Il y a un Bookkeeper, il a son propre stockage à lui. Je croyais qu'il s'appuyait sur du S3/Cellar dans votre cas. Non, Bookkeeper, il s'appuie sur du RocksDB en interne. En stockage local. Directement. En stockage local, ouais. Ouais, d'accord. Donc il n'y a pas un composant supplémentaire, un peu comme comme HBase, puisqu'on en parlait au dernier épisode, lui stockait sur du HDFS.
Ok. Non, t'as pas d'indirection. C'est d'ailleurs, si on parle de Pulsar, tu sais, tu peux faire tu peux stocker ton topic dans du S3. Donc pour avoir des topics avec beaucoup d'historique de données, cette indirection-là entre le monde chaud de Bookkeeper et le monde froid de S3, en fait, elle est gérée par le broker. C'est l'interface, c'est le managed ledger qui est une interface qui gère cette complexité-là. Donc en fait, Bookkeeper, c'est juste du stockage chaud pour du Pulsar. Et aujourd'hui, on voit quelques limitations assez claires sur ce système-là. Et nous, on a tout intérêt à mutualiser ces infrastructures-là pour faciliter l'opérationnel et avoir un seul système, en fait. Ouais, Par contre, puisque tu en parles, tu sais, quand tu utilisais du HBase, tu pouvais aussi passer en mode MapReduce, que ce soit Pig ou autre, pour aller directement accéder ta donnée sur HDFS, ce qui te soulageait de l'accès HBase qui était très lui temps réel avec des curseurs, des scans, etc. Et là, tu pouvais traiter massivement toutes tes données d'un coup, parce que tu accédais au split HDFS. Eh bien, dans Pulsar, avec Trino, tu peux faire quand même la même chose. Tu peux utiliser le coordinateur Trino qui, par des workers, va venir accéder directement au Bookkeeper, ce qui te permet de paralléliser ton accès à la donnée. D'accord. Oui, c'est le système de stockage, quoi. Par exemple, dans un autre utilisateur de Fondation, c'est Wavefront, qui font de la télémétrie pour du cloud native. Ils ont en fait directement donc ils ont du stockage chaud dans Fondation et du stockage froid dans S3 pour de la time series. En fait, c'est la layer qui gère la bifurcation. Fondation, c'est plutôt c'est pas vraiment adapté forcément pour de l'analytique. Tu faut un peu tordre le modèle pour faire de l'analytique sur Fondation. Après, ça marche bien. Hein. Nous sur Warp, c'est un usage très analytique qu'on a pour venir calculer la facture, par exemple. En fait, ça marche très bien. C'est juste qu'il faut savoir que chaque transaction a une durée limitée dans le temps et que tu peux pas balader un curseur sur 3 heures de données. Ton curseur est plutôt limité, mais tu peux faire des choses orientées analytiques. C'est juste que tu dois... Enfin, faut avoir en tête que la transaction dure pas longtemps. Une transaction, c'est 5 secondes et ça peut toucher que 10 mégas de données. Donc, c'est à toi de designer le système en fonction. Ouais, donc tu dis le stockage ne va pas être efficace pour de la lecture de masse, puisque, j'imagine que pour du clé-valeur, tu vas pas avoir la même organisation que un fichier parquet où tu as tout qui est dans le bon ordre pour faire une agrégation et par contre, c'est mal à écrire, quoi. Si tes clés sont contiguës, ça marche très bien le scan. En fait, c'est ta représentation et c'est ton data model que tu dois optimiser pour que les clés soient contiguës et qu'entre guillemets tu lances ton scan. Après, ça peut être aussi intéressant du coup de séparer. Tu peux avoir par exemple si tu sais que tu vas taper si tu vas faire une dizaine de scans, bah tu veux peut-être les répartir sur 10 machines différentes, tu vois. Et du coup pas avoir les mêmes préfixes de clés. Je pense qu'il faut sortir d'un paradigme tel que celui de Parquet, si on devait faire ça. Moi, première réflexion que j'ai en me disant, si je devais faire ça, je prendrais un format de sérialisation de données comme Euro. Et je prendrais les groupes d'enregistrement, les colonnes Euro, et je les mettrais chacune dans un enregistrement à l'intérieur de Foundation. Ouais, mais là, tu es en train d'agréger tes données, alors que l'idée de la base transactionnelle, c'est d'avoir les données enregistrées une par une, jusqu'à un certain point. Mais si tu veux faire de l'analytique, Oui, je suis d'accord, mais tu es en train de reconstruire ton format parquet, quoi. Si tu fais ton bloc. Oui, en fait, effectivement, la limite. En fait, ce qui me faisait dire ça tout à l'heure, c'est que je pensais au modèle Cassandra. On nous avait dit ça marche bien avec un Spark et machin. Puis en fait, pas forcément. Mais c'est vrai que les clés étant triées, si le stockage reflète ce tri, j'imagine que c'est le cas. Peut-être. Enfin, tu me corrigeras si je me trompe.
effectivement, il y a moyen que ce soit plus performant qu'un système où tout est réparti. Ouais, c'est bien d'ailleurs. C'est ce que d'ailleurs pour aller dans le sens de ce que Jérôme vient de dire. On est bien dans un cas de figure de clés lexicographiques qui sont avec un ordre de tri, comme dans beaucoup de systèmes finalement de KV distribués, quoi. Et donc au final. Je suis pas forcément d'accord parce qu'en fait, tu retrouves l'abstraction du clé-valeur, tu la retrouves dans énormément d'endroits. Moi, l'endroit le plus surprenant où je retrouve un monde de clé-valeur, c'est dans PostgreSQL. Si tu descends en fait dans le moteur de stockage, tu manipules des blocs de data et ces blocs-là, en fait, t'as un tuple ID qui correspond en fait à une clé valeur. Et donc en fait, si tu regardes le moteur de stockage PostgreSQL, comment il accède à ta donnée, au final, c'est un accès clé valeur. C'est juste que l'abstraction qu'on te fournit sur le file system, c'est du bloc, mais du coup par-dessus du bloc, tu recrées du clé valeur. Donc en fait, au final, beaucoup de choses sont clé-valeur dans notre monde. C'est juste que ça dépend de la représentation. Non, mais oui, beaucoup de choses sont clé-valeur et ça veut dire quand même que si jamais qu'il faut, comme dans tous ces systèmes clé-valeur, ça va être hyper directif pour la suite de ta vie, la manière de laquelle tu as défini ta clé au départ d'une application. On se retrouve dans les mêmes sujets que pour ceux qui ont eu la chance de faire un peu de design dans Cassandra, par exemple, où la définition de la clé avait un impact démesuré pour la suite des événements. Et si jamais ton use case changeait un petit peu, le château de cartes... Game over. Voilà. Ouais. La grosse différence, c'est que Cassandra, les clés n'étaient pas classées et ça justement, ça on peut compliquer l'analytique, sauf aller chercher un bloc. En fait, ça prévient les scans efficaces, ouais. Ça évite les scans efficaces, oui. On parlait dans l'épisode précédent de la Record Layer et de CloudKit et de tout le cloud d'Apple. En fait, la première version de CloudKit, c'était sur du Cassandra. Ouais. Il y a même un papier de recherche qu'on peut retrouver qui explique toutes les limitations et tous les problèmes qu'ils ont tapé en fait en utilisant Cassandra pour stocker ça, puisqu'Apple est un gros utilisateur de Cassandra de base. Mais après 2-3 ans plus tard, ils ont ressorti un autre papier c'est le fameux papier de la Record Layer avec Fondation, et du coup ils expliquent en fait le gain qu'ils ont eu de passer de Cassandra à Fondation, et les deux papiers sont assez intéressants à lire coup sur coup, parce qu'en fait alors moi j'ai fait l'école Edgebase, donc je connais mal Cassandra, mais le papier en fait met en avant les différences, et c'est très agréable de lire les deux papiers coup sur coup. On a un petit peu divergé sur pas mal de sujets. On a un peu divergé, ouais. Si on revient, donc tu nous as parlé tout à l'heure du premier usage que vous avez eu, qui a été le fait de faire ce swap Edgebase vers FoundationDB pour stocker la time series. Et puis j'imagine que ça s'est bien passé pour vous. Vous étiez vachement content de ce que ça a fait, et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec ce machin? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, on a commencé à travailler sur la fameuse boîte à outils qui wrap les fonctionnalités Fondation. Je parlais dans l'épisode précédent d'un ORM. En fait, on a une librairie qui wrap toute la complexité de manipuler du Fondation. Et du coup, en fait, ce framework-là, il nous permet d'instancier des produits multitenants serverless. Et quand je dis serverless, c'est vraiment, on est dans cette idée-là que, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a virtualisé la base de données. Donc, en fait, on a créé une notion de base de données logique. Une base de données logique, c'est un espace de clés réservé à un utilisateur. Et dans cet espace de clés-là, il va contenir des métadatas, la data, les index, les statistiques, etc. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que à chaque transaction, on utilise très fortement le modèle transactionnel de Fondation. Et donc, en fait, entre guillemets, à chaque transaction, on vient ouvrir cette base de données logique-là et on la manipule. D'où le fait qu'on est vraiment serverless, puisque si un utilisateur n'utilise pas sa base de données, il n'y a que l'empreinte disque
qui est utilisé. Et donc en fait, à chaque requête, c'est vraiment comme ça qu'on a construit notre framework. C'est chaque requête, tu vas venir faire entre guillemets un open de la base de données et tu vas lire le header qui va te donner 2-3 infos. Et puis après, si tu fais un store, si tu fais un scan, si tu fais une suppression, bah en fait on reflète les clés valeurs, la manipulation des clés valeurs. Et après, à la fin de la transaction, on commit. Et du coup, en fait, la base de données, elle est logique dans le sens où elle est représentée que à l'instant de la transaction. Et donc, en fait, ça, c'est ce modèle-là. Donc, on a repris le modèle de la Record Layer et d'Apple. Et donc, en fait, c'est ce qui nous permet d'instancier des mini bases de données logiques de façon complètement linéaire en fonction du cluster fondation. Et donc le premier produit qu'on a créé avec ça, c'est le Materia KV. KV pour clé valeur. Donc je sais pas si Steven, tu veux peut-être en parler, ou Horacio d'ailleurs. Sur quel aspect? L'aspect produit ou l'aspect produit, je pense que c'est déjà intéressant. Alors, c'est donc l'aspect technique. Ouais, pourquoi on a commencé par le KV? Parce que c'est aussi le plus simple pour créer. C'est assez direct comme schéma, effectivement. Ouais. C'est à peu près direct. Il y a quand même beaucoup de travail derrière parce que il n'y a pas que le clé-valeur derrière. Tu as aussi des notions d'index secondaire, tu as des notions de query planner, on en parlera peut-être après. Donc, de TTL. De TTL, donc tu as quand même des petites briques à mettre en plus, mais de toute façon, toutes ces briques-là que tu co-construis progressivement, tu en auras besoin pour les autres typologies de stockage, donc que ce soit le SQL, le document ou autre. Mais sur l'aspect primaire, ça se transpose assez directement, et donc c'est toujours plus facile de commencer par ça. Ça se transforme assez vite en produit, ce qui fait que tu as aussi une valorisation assez rapide de cette ingénierie, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Ça te permet quand même de tirer parti de toute la recherche que tu mets derrière. Et du coup, voilà. Donc, en plus, on a des besoins, nous, de gérer les sessions PHP qui peuvent être faites en Redis, par exemple. Donc, ce qu'on a fait, c'est que du coup, derrière Materia KV, en tant que produit que tu peux consommer directement, bah, aujourd'hui, tu es capable de dire, bah, les sessions PHP, en fait, elles reposent dedans. Et donc, nous, ça nous c'est une API Redis. Et vous exposez une API Redis compatible. Exactement. Alors, ce qui tombe bien, vu que Redis devient compliqué à utiliser. C'est une bonne idée, finalement. Vu que Redis, en tant que tel, devient compliqué à utiliser dans un environnement de cloud provider. Alors, d'une, et de deux, comme l'a dit Pierre, c'est que nous, la DB, elle est jamais matérialisée en dehors du moment où tu interagis avec. Ça veut dire qu'en fait, une DB, une petite DB, elle a une empreinte qui est hyper faible, hyper fine. Ah, c'est juste les quelques bytes qui sont dans un cluster stocké. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir à la fois des tout petits besoins, que ce soit par exemple des besoins en termes de dev, d'intégration, dans lesquels tu prends un token et tu vas avoir quelques jeux de données, mais vraiment très faibles. Et en fait, ça coûte zéro. Et aujourd'hui, le fait de devoir instancier une instance permanente pour avoir un jeu de test qui va te prendre du CPU, de la RAM dédié pour des petits besoins, c'est un peu pénible. Et en plus, la mise à l'échelle de ça, c'est-à-dire que si ton usage grandit et que du coup tu n'as plus de place sur ton instance, bah, tu dois aussi passer à l'instance supplémentaire, faire une migration. Donc tu as toujours les contraintes de l'infrastructure. Là où avec Materia, mais en fait, tu es compatible avec le très petit utilisateur, mais quand tu tires l'usage, c'est uniquement une gestion de quota que tu vas, toi, en tant qu'utilisateur, définir pour ne pas saturer, ne pas plafonner ou exploser ta consommation. Mais, comme tu es sur un socle distribué nativement en dessous, il y a peu de limites en fait en termes de nombre de connexions en parallèle, de volume à héberger, etc. Donc c'est très j'ai convénient, mais c'est l'anglais, n'est-ce pas? C'est très confortable pour en fait un développeur d'avoir des solutions de type serverless parce que tu te poses zéro question d'infrastructure et on t'accompagne en fonction de ton besoin, quoi. Et de votre côté,
comment est-ce que vous faites pour vous prémunir d'une contention de ressources, du fait que vous puissiez avoir à un moment donné un pic de sollicitation et éventuellement peut-être garantir, comment est-ce que vous faites pour garantir un SLA autour de cet ensemble qui est hyper mutualisé finalement? Bah ça se fait par principe déjà d'observabilité de la plateforme. C'est-à-dire que quand tu vois tes charges, tes pics, que tu apprends sur les saisonnalités de consommation de ton service, tu sais que tu dois toujours prendre l'équivalent de ta vague, le haut de ta vague, de ton pic. Donc après, c'est du capacity planning classique, c'est-à-dire que plus le service va monter avec ses vagues de consommation, plus nous on va tirer la vague du haut et on va l'estimer. Et ouais, c'est la problématique opérationnelle. Non, mais Steven, je me doute bien que c'est ce que vous faites, mais c'est plus pour les auditeurs, pour qu'ils se rendent compte que un service serverless, il y a quand même de l'opération pour garantir que ce service serverless puisse scaler correctement. Et c'est un truc qu'on a tendance un petit peu à oublier, de se dire, pardon de parler du diable, mais pour vous, mais quand on utilise des lambda d'Amazon, on dit ah putain ça répond tout le temps. Bah ouais, il y a quand même du taf pour que ça réponde tout le temps. Donc vous imaginez pas que vous allez pouvoir refaire ça dans votre garage très facilement, quoi. C'est foncièrement, les gens ont tendance à plus mesurer la quantité d'efforts qui est nécessaire pour pouvoir faire fournir ce genre de service à l'échelle. À nouveau, ça marche toujours bien avec 2 utilisateurs. À l'échelle, c'est plus compliqué. Ouais, et puis si tu tires le trait, t'as toujours des gens qui te disent ah ouais, mais bon, vous faites un pass, mais moi regarde sur mon cube, je t'installe mon soft de pass. Bien sûr. C'est exactement à ça que je pensais. Rien à voir. C'est en fait ce que consomment les gens, c'est du service managé, monitoré avec un interlocuteur, etc. En fait, la question, et tu parles effectivement de oui, ça marche dans ma cuisine avec 2 personnes. Bon, même sans parler de volume, c'est le jour où tu as un problème. T'es prêt à aller mettre les mains dedans, à creuser le sujet, à monter en expertise sur c'est ça que tu veux faire, ou est-ce que t'as pas un autre métier vraiment qui t'attend à côté, quoi? C'est l'éternel sujet de j'utilise de l'open source parce que ça va me coûter moins cher, mais j'ai pas envie de devenir contributeur et donc j'ai pas envie de plonger et de devenir hyper compétent sur le framework open source. Et ça, c'est pas envie d'être d'astreinte tous les semaines, d'être réveillé à 3h du matin, de devoir arrêter d'être dev pour être ops de la solution que j'ai mis en place aussi, parce que c'est une autre partie que les gens ont de mal à voir suivant. Effectivement, tu peux avoir ton cube dans ton coin, t'installer ton cas natif et avoir une solution face, mais derrière, qui va opérer ce cube-là en conditions de production, week-end, vacances, nuit, etc. Et simplement, ces parties-là, c'est déjà un reality check. Et tu parles du coût, en fait, le truc, c'est que quand tu fais la somme des coûts pour être en capacité de production pour ton enjeu qui est ton métier, c'est-à-dire que ton compute, tu dois avoir 5 personnes pour pouvoir faire tourner l'orchestration, le scheduling, etc., pour avoir une gestion d'astreinte et avoir des gens qui crament pas en permanence. Les bases de données managées, même topo. Et puis si tu imagines avoir des services un peu plus haut niveau par-dessus, en mode pass, etc., autogéré, tu te rajoutes encore 5 personnes. Donc là, tu arrives déjà à minima 15-20 personnes juste pour faire tourner ça. Et je te parle pas des interco network, des anti-DDoS, de tout ça, quoi, tu vois. Donc ça va vite, ça va très très vite, en fait. C'est une question de c'est quoi vraiment le métier de la personne. Si quelqu'un est un dev, tout ce que Steven vient de dire, c'est pas leur métier à la base. S'ils sont prêts à investir dans une équipe d'inventaire de ops spécialisée dans les différents briques, pourquoi pas? Sinon, on voit tout de suite l'intérêt des services managés. Tu vois, petit aparté, mais tu as toujours des gens qui pensent mieux que toi quelles sont tes contraintes et quelle est ta vie, tu vois. Et quand l'autre jour j'ai posté sur Twitter que regarde, on a notre cluster cube qui tourne et qu'on est en train de raffiner pour livrer nos premiers utilisateurs avec, t'as des gens qui sont venus
challenger, ce qui est bien, tu vois, et qui pose des questions. Et en fait, dans une des questions, il y avait comment vous avez géré les méta, etc. Et puis nous, en fait, on refuse de mettre du cluster etcd pour plusieurs raisons. La première, c'est une base de données lente, qui fonctionne mal, qui passe pas à l'échelle. La deuxième, c'est que on a tenté de contribuer pour assainir des trucs et que on n'était pas du tout satisfait du niveau des mainteneurs de la solution à l'époque. Peut-être que ça a changé, mais j'en sais rien. En tout cas, à l'époque, ça m'a convaincu que c'était pas une bonne technologie à utiliser. Et la troisième, c'est que si on commence à cultiver des clusters etcd en pagaille à côté, c'est que moi, pour mes clients et pour avoir un niveau de qualité suffisant, et tu parlais de SLA à juste titre, j'ai besoin d'une équipe qui gère ça et qui a donc les compétences opérationnelles sur le TCD. Ce que je n'ai pas du tout envie d'avoir. Je préfère avoir une très bonne équipe, très compétente sur Foundation et un layer etcd qu'on développe parce qu'on a les capacités de le développer et que c'est pas si cher que ça. Et à ce moment-là, je consolide avec une très bonne expertise opérationnelle sur Foundation qui est une technologie qui est bien meilleure que TCD. Mais t'as des gens qui vont dire « Ah oui, mais du coup, vous faites de la prémature optimisation. » Mais pas du tout. En fait, c'est même pas la question. C'est une problématique opérationnelle pour faire un service de qualité, parce que si je sais faire ça, j'ai automatiquement la gestion des backups, des snapshots, de la restauration, etc. Je gagne le forking de DB, je gagne énormément de choses qu'on a développées par le SDK qu'on a fait sur Foundation DB. Ce que ne voient pas les gens, mais t'as toujours des gens qui te tirent des conclusions sans avoir tout ton contexte, quoi. C'est toujours formidable. Il faut rappeler que la prémature optimisation, c'est pas l'éviter, c'est pas attendre que ce soit le feu en production. C'est pas prématuré que d'anticiper les problèmes. Et puis c'est toujours des gens un peu consultants qui, quand ils bossent sur une installation, tu vois. Nous, on est provider. Tu sais que quand tu ouvres un service, t'as des centaines et des milliers de clients qui vont utiliser ton service derrière. Ouais, tu peux anticiper les problèmes, quoi. Bah ouais, donc en fait, tu sais que si tu n'anticipes pas 2-3 problèmes, tu t'es sous l'eau premier jour, quoi. Et on doit anticiper ça. Et donc, c'est plus de la rationalisation de stratégie de déploiement que l'optimisation de performance en soi, quoi. Et gestion humaine d'équipe d'astreinte, hein. C'est soyons honnêtes. Hein. On a oublié la gestion des équipes, des planning, des nombres de personnes nécessaires, des compétences de ces personnes-là. C'est... Mais après, les gens, aujourd'hui, Clever, c'est entre 80 et 100 personnes. Les gens nous posent toujours la question, mais comment vous faites pour faire tout ce que vous faites au nombre que vous êtes? Ben, c'est justement parce qu'on se pose des questions comme ça et qu'on rationalise certains choix pour ne pas courir derrière énormément de choses. C'est pour ça que Pulsar, on essaie de l'amener avec Foundation qui remplace à la fois Zookeeper et Bookkeeper, parce que ça va nous solutionner l'aspect opérationnel à l'échelle sur cette solution-là, que pour Kubernetes, c'est pareil, etc. On se solutionne énormément de problèmes par des choix technologiques. Et après, ça veut dire qu'il va y avoir un peu de maintenance à faire sur les différents layers qui vont être au-dessus. Mais finalement, d'un point de vue production, je vais pas dire peu de travail. Parce que à partir du moment où vous garantissez que ce qui est en dessous du layer correspond bien à ce qu'il y a dans la simulation au départ, que l'usage que vous faites dans le layer de ce qu'il y a en dessous. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, qu'en plus vos layers, maintenant, si j'ai bien suivi, votre SDK Rust vous permet de les simuler, de les inclure dans la simulation. Donc, vous vous trouvez dans une situation où, au final, vous avez une certitude que vous n'allez jamais avoir un changement qui va tout casser, quoi. Et surtout, ce qui est bien l'autre point bénéfique de ce modèle-là, c'est que c'est pas forcément les mêmes ingénieurs, tu vois, qui vont contribuer dans un système ou dans l'autre. Tu vois, par exemple, pour contribuer à notre SDK, faut avoir des connaissances en fondation, faut avoir des connaissances en multi-tenancy, en système distribué, en pas mal de choses. Mais la couche au-dessus, tu vois, t'es pas obligé d'avoir cette connaissance-là. Tu peux utiliser l'abstraction qui t'est fournie pour construire des choses. Et tu vois, c'est nous, on a donc pour le KV, j'aime bien donner cet exemple-là. On a une compatibilité Redis, et donc en fait, on comprend le protocole Redis
nativement. Et du coup, ce qu'on a fait, par exemple, tu vois, c'est qu'on dans Redis, tu as un JSON qui te décrit l'aspect protocole. Donc en fait, un JSON qui te permet de décrire l'aspect communication TCP pur. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que, alors ça nous a pris un peu de temps, c'est qu'on a auto-généré le code du parseur du protocole Redis. Et ça, tu vois, c'est des problématiques Rust pur, de programmation pure, mais c'est pas des problématiques système distribué. Et du coup, le fait d'avoir cette séparation-là, ça nous permet d'inclure et de scale l'équipe d'ingénierie sans qu'ils aient besoin d'être experts ceinture noire système distribué. En fait, il y a des gens, tu vois, nous dans l'équipe par exemple, il y a 3 alternants. Et ces 3 alternants qui développent des fonctionnalités sur des bases de données de type serverless. C'est pas grave en fait, parce qu'en fait, grâce à la bonne abstraction, tu peux scale ton équipe de développeurs et après tu peux scale également l'équipe opérationnelle parce que tu n'as qu'un seul système à gérer. Et pour une petite boîte comme nous, parce qu'on reste petit quand même comme boîte, bah en fait c'est tout bénef. Avant de revenir sur les challenges autour de votre boîte à outils et de ce que vous avez pu faire en termes d'intégration, je voudrais revenir un tout petit peu sur les usages dont on parlait à l'instant. Aujourd'hui, dans votre gamme de produits, vous avez des bases de données managées, donc on peut récupérer une instance PG, on peut récupérer, une MySQL, on peut récupérer plein de choses. Demain, est-ce que vous pouvez imaginer que vous ne déploierez plus une PG classiquement comme vous la faites, mais que vous déploierez un layer qui s'appuie sur FoundationDB? Est-ce que c'est un truc que vous imaginez, ou est-ce que pour vous c'est encore ou très prématuré ou un non-sens parce que tout ne peut pas être fait dans un mode serverless? J'ai envie de te dire que c'est pas forcément notre choix. C'est-à-dire que nous, on prépare l'avenir avec des solutions complémentaires en termes de serverless, mais c'est pas nous qui allons décider si c'est un choix ou l'autre. C'est plutôt le client final, l'utilisateur, et parfois le mode instancié, il est aussi très rassurant, très prédictible en termes de prix, tu vois. Et tu vas avoir des gens qui vont préférer payer plus cher, mais la même chose tout le temps, avec une instance qui te garantit, entre guillemets, des ressources, etc. Donc, moi, technologiquement, si tu me poses la question, j'ai envie de te dire que demain, le serverless peut quasi tout gérer. Je vois pas de limitation à comment on pourrait faire les choses, puisqu'après, c'est qu'une problématique d'orchestration, hein, même la notion de cache, d'index, etc., tout ça se résout. Tu as des gens aujourd'hui qui quittent le cloud pour reconsolider on-prem, hein, donc j'ai pas de boule de cristal. On a tous le droit des moments d'égarement, tu sais. Non, mais moi je crois dans donner des options aux clients, il y a effectivement des raisons objectives, subjectives, particulières qui font qu'un certain client va préférer une solution ou une autre. Nous, on crée les socles technologiques, on crée les produits qui vont avec. Je ne pense pas qu'il va y avoir, tout le monde va partir sur les serverless. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont continuer avec les mêmes modèles d'instances dédiées, mais même sur la partie Redis, par exemple. Nos instances Redis ne vont pas disparaître parce qu'il y a Materia KV, ils vont être complémentaires. Et pour moi, au moins dans mon point de vue de tant que de frêle, il y a autant de use cases et de raisons que de boîtes. Donc c'est bien de donner les choix. Et c'est pas parce que tu as 2 produits que tu peux pas créer des interactions, tu vois. Non, là on a pas mal avancé sur la compatibilité Redis, mais en fait on peut imaginer des trucs rigolos, tu vois. On en avait discuté avec un client qui voudrait par exemple qu'il ait une vraie Redis en leader et une Materia en follower. Tu vois, on peut faire des trucs un peu rigolos où en fait il peut se dire qu'il peut faire ta base de QA qui sert une demi-heure par jour pour passer
des tests, tu l'as fait dans une Materia parce que tu sais que tu vas l'allumer et que tu vas avoir un nombre de transactions dessus très limité. Et puis voilà. Ouais. C'est par exemple un usage qu'on a dans Fondation. Tu as une solution de backup qui est extrêmement efficiente où tu peux restaurer à la transaction près le backup. En fait, en plus de ça, tu as la capacité de changer le préfixe de clé. Donc en fait, nous, on peut cloner du coup des bases de données logiques, puisqu'en fait, on peut cloner et bouger des préfixes de clé. Tu vois, par exemple, une entreprise qui veut avoir son environnement de dev avec, je dis n'importe quoi, J-2, les données de J-2 de prod, mais qui est effacé tous les jours. En fait, pour nous, alors on l'a pas fait encore, mais c'est des choses qu'on imagine pouvoir faire. Et ça, c'est quand même assez pratique à utiliser. C'est de l'usage et c'est super intéressant. Ça ouvre des possibilités et c'est toujours une bonne chose d'avoir plus de possibilités. Tout ce qui est ShadowDB, forking de DB, tous ces trucs-là sont ouverts par ça. Ouais. Ceci dit, vous me corrigerez si je me trompe, mais finalement, le fait d'avoir du à la demande ou pas, c'est aussi une question de facturation. C'est-à-dire que tu peux avoir le même système technique qui serait serverless et puis avoir, parce que le client préfère ce mode-là, un mode, forfaitaire où il paye un montant fixe. Et puis, bon, peut-être qu'il y a des... j'imagine qu'on pourra faire des trucs comme ça. De toute façon... Clever a vocation à être déployé on-premise dans les data centers. Donc en fait, on va devoir déployer, par exemple, tu vois, ce qu'on appelle un cluster Materia. Il sera commandé entre guillemets, tu vois, chez le client ou chez nous. Et en fait, tout a été conçu pour faire ça. C'est-à-dire que tu vois, si un utilisateur à un moment veut un cluster dédié Materia, il peut le commander, il peut nous le demander. S'il veut un cluster Materia on-prem, alors on n'en a pas encore, mais rien ne nous empêche de le faire. Et on avance dans cette direction-là, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'après, il y a la différence, je veux du Postgre, du vrai, parce que je veux être sûr à 100% de la comptabilité et de la compatibilité, ou j'ai pas besoin et je peux ça risque après de poser un sujet sur la capacité. Je repense au parallèle tout à l'heure de dire vous avez plus pour Warp 10, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un layer qui permet de récupérer des appels de l'API HBase et de les écrire dans Foundation, ou est-ce que vous avez changé dans Warp 10 pour qu'il puisse y avoir un driver, enfin entre guillemets, driver, le vieux. Driver. Ça reste un driver. Un driver Foundation DB pour Warp 10. Pourquoi je pose cette question? Parce que de mémoire, l'une des contraintes de Warp 10, c'était de pouvoir avoir accès à l'instance HBase et d'installer les coprocesseurs qui faisait que Warp 10 ne pouvait pas tourner sur n'importe quel HBase. Alors, le coprocesseur était surtout lié à une histoire de suppression. La suppression dans HBase était un sujet très compliqué. C'est-à-dire, si tu voulais faire un delete sans TTL, c'était l'enfer sur Terre. En termes opérationnels, c'est-à-dire que moi je me souviens avoir vu passer des deletes sur un cluster HBase et genre tu perds, tu vois, t'as ta courbe d'écriture et puis elle est divisée par 2 parce que t'as eu un petit pic de suppression, tu vois, qui est en train d'être digéré. Ouais. Et c'était surtout lié à ça. De mémoire, les développeurs de Warp ont changé le driver de la base et il y avait 3-4 classes qu'il fallait changer, qu'il fallait changer. Donc la modification se faisait bien. Donc le sujet de Warp est un peu à côté de tout ce qui est construit à côté du SDK. C'est-à-dire qu'il y a l'univers Warp et il y a l'univers Materia SDK entre guillemets. Ouais. Et donc les SDK, nous, pour le KV, tu vois, on fait de la partie, on est compatible Redis, mais en fait, comme on manipule le data model, en fait, on peut fournir autre chose. Et tu vois, par exemple, on travaille aujourd'hui avec un client qui a du Dynamo et qui est lock-in
sur du Dynamo. Et en fait, on est en train de travailler avec lui sur le fait de fournir une compatibilité Dynamo dans le KV. Et comme c'est le même data model que tu exposes à travers 2 protocoles, bah en fait, tu peux taper en Redis ton espace de clé Dynamo. Et donc ça, c'est un truc qu'on est en train de travailler avec eux. C'est vraiment un aspect migration et éviter d'avoir du lock-in Dynamo. Ouais, après Dynamo, tu peux avoir un peu de complexité sur les histoires de clés, d'index secondaires, de choses comme ça, qui peut être un peu pénible à gérer. Mais sinon, c'est vrai que Dynamo, c'est un clé-valeur au départ finalement. C'est très simple. On a fait le mapping. Ça m'a fait beaucoup rire parce que les développeurs donc de Layer chez nous, en fait, ils ont fait Redis, donc tu vois, ils ont fait la compat avec les 600 commandes Redis. Ouais. Et puis à un moment, il est allé voir la doc de Dynamo et il a fait. Mais du coup, il y a 12 trucs à faire. Enfin, ça va être. Les primitives de Dynamo sont très très courtes. C'est pas, il y en a pas des tonnes. Hein. Ah, tu peux rien faire avec. Accept, delete, et après, t'as un peu de filtrage qui random. Ouais, t'as un peu de prédicat de recherche, mais ça s'arrête là, ouais. En fait, on est à 3% des capacités. Nous, on a des, comme on virtualise la base de données et qu'on l'instancie par transaction, on hérite des problématiques de transaction de FDB avec les 10 MB et compagnie. Avec Dynamo, on est largement en dessous, donc en fait, on n'a pas de problème. Mais c'est assez rigolo de voir. Après, Dynamo est vieux. Oui, c'est un vieux produit mais qui aujourd'hui, pour plein d'usages, permet de faire des trucs qui marchent très 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 bien. Je veux dire, il y a encore des projets qui démarrent avec Dynamo aujourd'hui. Donc, Amazon pousse à fond, parce qu'en plus, il y a le vendor locking. Oui. Et bientôt la fin du vendor locking. D'ailleurs, la question, puisqu'on parlait de vendor locking, on va. Je me lance sur MariaDB, je ne vais pas le retrouver chez un autre cloud. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez comme garantie? Surtout que j'allais dire, si je suis un décideur, me verrouiller avec Amazon, j'aurais jamais vraiment tort. Alors que me verrouiller chez un petit acteur de Bretagne. Mais justement, s'il ne te verrouille pas, on est protocole Redis. Si tu n'aimes pas ça, tu peux t'installer ton cluster Redis classique sans problème. Et demain, on fera la compatibilité Dynamo, mais tu peux toujours retourner chez ton géant transatlantique favori si ça te plaît pas. L'idée même de faire des compatibilités avec des protocoles standards, c'est qu'il n'y a pas de vendor lock-in et que tu peux refaire la même chose dans un autre provider ou on-premise en utilisant d'autres technos. Même si tu ne veux pas un Redis, tu as un Valky ou n'importe quel des 27 clones de Redis qu'il y a actuellement. Donc, la compatibilité des protocoles fait que les protocoles deviennent vraiment ce qui t'assure que derrière, tu peux partir. Et il y a des différentes implémentations de ces protocoles-là, dont Materia implémente Redis, implémentera Dynamo, et toi, si ça te va, c'est très bien. Si demain ça te va pas, ou tu veux, même en restant chez Clever, parce que pourquoi pas, mais tu vas avoir ton instance dédiée, parce que ce truc-là de serverless, tu finis par, tu veux savoir que tu vas payer X euros par mois, tu prends une instance classique. Et nous, on l'a fait des exemples dans plusieurs streamings qu'on a fait. Tu changes l'endpoint de Redis de Materia à une instance Redis, ton appli va modulo que tu migres tes données, ton appli continue à marcher comme ça devrait. Justement, on n'est pas un vendor lock-in, on n'aime pas du tout de vendor lock-in, et ce qu'on aime, c'est donner les choix à nos clients. On est même dans une des prochaines tâches qu'on va faire côté KV, et alors les devs de mon équipe se hurlent, c'est de pouvoir récupérer un backup au format Redis. Tu vois, par exemple. Parce que nous, on a un backup fondation, tu vois, et on a un backup fondation du SDK, du machin, du truc. Donc, tu vois, quand nous, on veut fournir le backup, pour pouvoir faire le dump, qui puisse le réimporter dans sa Redis, tu vois.
le format Redis n'est pas très documenté sur cette partie-là. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'amusent à réécrire le format Redis de backup. Tu vois. Je suis un peu fou. J'ai décidé, parce que l'IA, si tu parles pas d'IA, t'es un gros naze quand même. Et je me dis, je suis pas mauvais en base de données. Je me dis, tiens, je vais faire une vector DB. Parce que c'est pas marrant. Donc, est-ce que je pourrais implémenter ma vector DB, la déployer dans un scaler chez vous, et avoir un accès, et dans ce scaler, je mets mon layer foundation, et avoir accès au cluster foundation sans passer par les layers que vous avez déjà développés. Ouais. Alors, aujourd'hui, on est les seuls utilisateurs de notre cluster fondation, mais il n'y a pas de... Enfin, t'as pas de société de consulting fondation, t'as pas d'hébergeur cloud qui fournit du Foundation DB as a service. Malgré tout, la communauté demande d'avoir ce genre de truc. Si un jour on nous dit quelqu'un a besoin d'un cluster fondation dédié, Foundation DB dédié, en fait, on pourrait se dire qu'on le fournit en tant qu'un add-on. Et de toute façon, pour être clair, on doit aller, nous, dans cette direction-là en tant qu'hébergeur et pour industrialiser. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est qu'en fait, tu commandes ton cluster Materia one-click et tu actives le mode Materia, tu vois. Et au final, nous, on doit aller vers là. Alors aujourd'hui, on le déploie en Ansible et compagnie, mais comme c'est notre volonté, en fait, d'industrialiser cette partie-là. Ça n'a pas répondu à ta question. Si. Mais juste pour faire une précision par rapport à ça, c'est aujourd'hui, quand je vais demander une Materia KV, c'est un cluster qui est managé par vous, qui est mutualisé. Oui. Je n'ai pas une Materia KV qui est sur un cluster foundation dédié. Ça ne fait pas partie des choses que je vais avoir. Ça coûterait un peu cher. Après, tu peux nous le demander. Je me doute. On te le facturera très cher, mais... Mais par exemple, tout à l'heure, Pierre parlait de Clever Cloud à vocation à pouvoir aussi s'installer on-premise chez un gros client. Là, il pourrait avoir, au même titre, son Materia KV, mais les clusters sur lesquels le Materia KV offre publique tourne aujourd'hui, c'est un cluster mutualisé par construction. C'est cette idée-là de que si tu as un tout petit truc, tu vas payer presque rien, etc. C'est parce que tu es sur les clusters massivement multitenants. Par contre, si je comprends bien, si tu offres ton service de Fondation DB ou sur lequel le client peut mettre as a service, quoi, sans layer ou layer à mettre par le client, si j'ai bien compris, ce sera forcément un cluster pour le client, dédié au client. Oui. Parce que si tu nous as dit l'épisode précédent que en termes de gestion de droit, c'est t'as accès ou t'as pas accès, quoi. Mais oui. Là, ils sont en train de travailler. Il y a des travaux pour ajouter de la vraie tenancy dans Fondation. C'est d'ailleurs Snowflake qui est un énorme sponsor de ce sujet-là, justement pour pouvoir fournir une couche d'authentification, de chiffrement, enfin qu'en fait tout ce que nous on a dû recréer dans le SDK, qu'il soit directement géré dans Fondation. Alors aujourd'hui c'est un peu compliqué. La contribution chez Snowflake c'est un peu compliqué. Des fois ils développent entre guillemets des proof of concept dans la version open source et c'est pas forcément totalement mergé upstream tout le temps. Du coup, nous, on n'a pas voulu encore l'utiliser, mais en tout cas, la communauté avance dans ce sens-là. Donc si nous on maîtrise les gens, le SDK split et gère la multitenancy pour nous. Tu vois, par exemple, pour Warp, qui n'est pas inclus dans notre SDK, en fait, on a un cluster dédié parce que c'est plus simple. Mais si un jour quelqu'un a besoin d'un cluster dédié, on serait ravi de ouais, non, mais tu vois, c'est lors d'une discussion qu'on avait de grandes responsabilités, tu vois, par contre, parce que faut. Voilà. mais bien sûr. Mais lorsqu'on discutait tout ça, tu disais, ça reste un système distribué qui est compliqué à bootstrapper, sur laquelle
votre investissement, tout le monde n'est pas capable de le faire. Votre investissement que vous avez eu sur le produit. Donc, ça veut dire que moi, demain, si j'ai un usage qui fit super bien avec FoundationDB, qui peut être très bien couvert en développant un layer, je pense que si quelqu'un me propose de faire tourner le FoundationDB pour moi, le calcul sera vite fait. On a des demandes de ça. On a des demandes, donc on avance encore un peu sur... mais je pense que le produit n'est pas encore suffisamment diffusé. Il n'y a pas encore suffisamment de gens qui ont compris quel usage ils pouvaient couvrir avec. Pourquoi ce serait un produit qui fit très bien. On voit bien, ceux qui l'utilisent sont des gens qui ont des tailles monumentales et donc qui ont une capacité d'investissement autour du produit qui est super importante. C'est gentil de parler de nous comme ça. Non, mais en fait, je pense que ça bouge un peu. Toujours... Attends. Je vais revenir sur cette vieille anecdote que j'avais eue un jour de quelqu'un qui m'avait dit quand j'avais une petite boîte de consulting et on faisait que de la data. Et il me disait, mais en face de vous, on a des gens qui font 20 fois votre taille. Je leur ai dit, ouais, mais il y a combien de gens dans ces boîtes-là qui font de la data? Et au final, vous vous rendrez compte qu'ils sont pas beaucoup plus gros que nous. Et au final, vous, je sais pas combien vous avez été à vous intéresser aux produits chez Clever Cloud, mais il est vraisemblable que beaucoup de gens de très très gros qui se sont investis dessus n'ont pas forcément beaucoup plus de monde que vous. On est toujours surpris de la taille des équipes qui sont hyper pointues. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est que on est parfois très surpris de ce genre de choses-là. Quand tu discutes avec les équipes opérationnelles ou les développeurs d'autres grosses boîtes sur lesquelles tu dis wow, ils doivent avoir une armée mexicaine sur le sujet, tu t'aperçois que des fois t'es plus que eux, tu vois. Et en fait, s'ils sont trop nombreux, ça sera moins efficace et ça sera pas mieux. Mais c'est exactement ça. C'est des gens très très capés, très très bons, vraiment très très bons, excellents. Mais ils sont très peu en fait. Et c'est pour ça que des fois on nous pose la question mais est-ce que vous avez les reins pour le faire? Est-ce que vous êtes assez solide? Mais en fait, les gens qui posent ces questions-là ne savent absolument pas comment ça se passe dans ces boîtes-là. Parce que vraiment, t'as peu de monde. C'est des équipes avec des gens très très bons, mais ils sont très très peu. Et puis voilà, et vaut mieux une petite équipe hyper comité sur le produit qui se dédie à ça que des gens qui font ça parmi 50 autres sujets, quoi. Pour aller dans ce sens-là, moi je peux raconter une anecdote qui est super rigolote. Donc, on n'a pas parlé de l'histoire de Fondation, mais je vais la faire très courte. En gros, Fondation, c'était une boîte, ça a été racheté par Apple, c'est passé close source et après c'est redevenu open source. Ah oui, c'était rapide. Non, mais les fondateurs sont partis. Et il y a certains fondateurs en fait de Fondation, donc les gens qui ont fondé la techno, fondé le simulateur, qui ont été embauchés chez Spanner, chez Google. D'accord. Donc chez Google, parce que du coup tu te dis dans ton CV t'as écrit Fondation, tu peux aller taper à peu près n'importe quel boulot dans de très low level, justement dans ces fameuses équipes qui sont un peu petites. Donc Spanner, c'est la base de données phare de chez Google, tout le monde en parle et compagnie. Ils ont jamais réussi à faire ils ont travaillé sur Spanner pendant 2 ou 3 ans. Ils ont jamais réussi à mettre en prod leur travail, leur MR, parce qu'en fait, ils n'avaient pas de simulateur et ils n'avaient pas la capacité de faire du testing. Et donc, en fait, il y avait une vraie peur de l'impact d'un tel dev. Et donc, en fait, ils sont retrouvés coincés à faire du dev pour rien qu'ils ont jamais réussi à mettre en prod, et en fait ça les a tellement saoulés qu'ils sont allés monter une autre boîte à côté pour faire du testing automatisé, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que il y a des boîtes aujourd'hui, alors c'est un peu frimeur de dire ça, mais avec le simulateur on fait des choses un peu mieux que Google. D'un point de vue base de données, et c'est agréable en fait de se dire que c'est pas forcément parce qu'il y a 40 000 personnes dans une boîte qui travaillent. Google, c'est combien d'ingénieurs? C'est 90 plutôt, ouais. 90 000 ou 110 000? Non, mais ouais, non, si, c'est la moitié. J'avais un jour entendu sur Spanner. T'en as pas 10 000 sur Spanner.
Et j'avais entendu un jour parler, notamment par exemple chez Apple, sur des produits logiciels, que les équipes autour de trucs de features d'iOS ou de macOS, c'est 10 personnes, quoi. Bah, c'est 10 personnes. Je pense qu'ils sont une quinzaine fondations sur chez Apple. T'imagines ? Nous, on est 6. On a un tiers. Il y a de ça, et du coup, en fait, le truc, c'est qu'on dit 80 000 ingénieurs, mais c'est plus les mêmes ingénieurs qu'à l'époque non plus. Hein. Google a vraiment changé. C'était une boîte d'ingénieurs, ça devient une boîte de consulting. C'est pour ça qu'en fait, ils n'ont plus la maîtrise technologique sur certains domaines. Il y a Spanner, tu vois, les MR, elles rentrent plus. Il y a plein de produits de Google où en fait tout est en train de partir en Inde parce que la maintenance coûte moins cher. Mais du coup, c'est plus les ingénieurs qui ont conçu ces systèmes-là. Maintenant, c'est des ingénieurs qui maintiennent à feu doux. Mais ça va pas être les mêmes. Hein. C'est pour ça que moi, quand t'as Thales qui me dit « T'inquiète, regarde, on a Spanner et on va l'opérer nous-mêmes », je suis désolé, mais les ingés Thales, tu vois, c'est pas les ingés qui ont construit Spanner. Hein. Et à l'époque, pour gérer Spanner, c'était 50 000 ingénieurs en temps réel tout autour de la planète en permanence qui étaient capables de prendre ces systèmes-là en temps réel, etc. Donc moi, quand on dit il y a Sens qui arrive, machin, je suis pas du tout inquiet. Des bruits que j'ai en interne de comment ça se passe, c'est assez popcorn. Ouais, et puis je pense que l'intégration au chausse-pied, je rêverais qu'on puisse un jour parler de tout ça. J'aimerais pour terminer cet épisode qu'on regarde un petit peu les différents usages que vous voyez, et puis notamment on a peu parlé de sujets data, donc il y a peut-être un petit sujet autour de comment on peut faire de la data avec ça. Et puis je sais aussi que chez vous, chez Clever, vous avez ce sujet du function as a service qui est serverless, donc compute serverless. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là-dessus ? Je prends le côté autre usage et je passerai la main à PZ sur l'aspect data, parce qu'il est en train de faire des trucs pas mal. Effectivement, il y a l'usage Materia en tant que DB serverless, mais il y a énormément d'autres usages qu'on est en train de construire dessus. Un des premiers, c'est du KMS, du Key Management System, en API Vault. Encore une fois, en fait, on s'intègre aux écosystèmes existants et le but pour nous, c'est de dire qu'en fait, on a une bonne gestion, encore une fois, transactionnelle, des gestions de secrets pour les utilisateurs, et ça veut dire que l'interaction qu'ils ont avec le système leur garantit l'écriture du secret, des clés, etc. Donc on a fait une API Vault implémentée sur le même mécanisme, sur le même SDK. C'est pas brandé Materia, parce que sinon à la fin tout s'appelle Materia. Mais c'est un cloud service KMS qui est transverse à Clever et qui est en train de ship avec le client qui est sponsor du sujet. Je vais pas dire qui c'est, mais venez me payer un coup puis on en parle. Et tu vas finir avec trop de bière. Non. Et du coup, ce truc-là est très intéressant et on est aussi en train de développer des usages purement interne dans un premier temps, et on va pas aller en détail dessus, mais qui nous permettent de gérer le logiciel d'orchestration avec une gestion des états. Ce qui est très important parce que on a un logiciel de gestion, de déploiement des applications, des VM, etc., qui est du pur logiciel distribué. Ça veut dire que si on arrache une AZ, il continue de fonctionner continuellement, etc. Là où si tu déploies de l'OpenStack, tu as le rôle OpenStack, mais tu te fais arracher et il n'y a plus rien qui marche. Et donc, pour faire ça, on avait besoin de gérer les états. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, c'est un nouveau logiciel. Hein. On a 14 ans d'existence et on est parti de ces 14 ans d'apprentissage pour développer les futures 20 prochaines années, et avec des nouvelles primitives qui vont permettre de faire de l'affinité, de l'anti-affinité, etc. Donc vraiment des choses très 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 intéressantes. Et pour faire ça, on avait besoin d'être dans une logique de logiciel distribué et d'avoir du coup une gestion des états là-dedans
aujourd'hui, ça s'est fait en mode R&D sur du Zookeeper, parce que c'est ce qui te permet, avec une notion de quorum, d'avoir tes élections, tes gestions de master, etc., d'avoir tes watch. Et donc, là, l'idée, c'est de reprendre ce qu'on a fait là-dessus sur FoundationDB en tant que métastore de l'orchestration générale. Donc, gros sujet pour nous, mais très important, parce que c'est aussi ce qui nous permet de passer à l'échelle sur les déploiements avec des très bonnes performances, mais tout en ayant la résilience sur une topologie totalement distribuée. Et de gagner le simulateur, et de gagner plein de choses, en fait. Et ouais, quand tu gagnes le simulateur sur ton cœur de métier et ton orchestration, c'est quand même top, quoi. Sur l'aspect data, Pierre, je te propose d'évoquer un peu ce qu'on est en train de faire. Et d'ajouter à Materia. Ouais, alors du coup, on parlait de cette base de données logique dans le SDK qui est instanciée à chaque transaction. En fait, quand je dis base de données logique, c'est vraiment une base de données, avec un header, des datas en fonction des tables, des index et compagnie. Et en fait, on travaille actuellement sur la gestion des index. Donc, vous savez qu'en fait une query SQL avec des index, et vous avez le query engine qui va dire je vais chercher dans les index, et puis du coup ça va donner un résultat qui va me permettre d'aller chercher la bonne donnée en fonction des index. Mais en fait, nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc le SDK aujourd'hui, il est très clé valeur, parce qu'en fait notre premier cas d'usage c'était le Materia KV, mais pour faire d'autres choses, en fait on est aujourd'hui en train d'intégrer un query engine. Donc pour les gens qui viennent de l'écosystème Java, on un query engine qui est pluggable. Il y a Apache Calcite. Calcite, qui marche très bien, qui est leader dans ce domaine-là. En fait, il y a un équivalent dans le monde Rust qui s'appelle DataFusion, qui est dans la fondation Apache. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur le support des index dans DataFusion, et donc on est en train de travailler là-dessus. En fait, l'idée, c'est de gérer le cycle de vie quand tu envoies une requête, faut aller scanner l'espace de clé qui correspond aux index. Ouais. Et de venir chercher la bonne donnée. En fait, on n'avait pas envie de coder ce système-là qui va gérer les n scans aux n index, réagréger les résultats et après faire le scan complet. En fait, on l'a codé une fois, ça a été très pénible, et j'ai jamais réussi à faire merger ma PR d'ailleurs, pour être totalement franc. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on délègue cette responsabilité-là à DataFusion. Et comme DataFusion est extrêmement extensible, en fait, on travaille sur le support de rajouter dans le plan physique des queries DataFusion la gestion des index. Et du coup, nous, on a implémenté les bonnes interfaces, et donc on est en train de complètement déléguer le plan d'exécution de la base de données logique à DataFusion. Ça, c'est assez rigolo en vrai. Et en fournissant des table providers à DataFusion pour pouvoir remapper vos structures physiques avec ce qui ressort. Ok. En vrai, ça nous donne. On gagne gratuitement grâce à ça, notamment Arrowflight, notamment le fait d'exposer. Parce que voilà, DataFusion sort du format Arrow, donc quelque chose qui est tout à fait transportable de mémoire à mémoire, quoi, finalement. En fait, c'est assez rigolo parce qu'on a fait des choix technologiques où, en fait, par exemple, la donnée qu'on encode, c'est de l'Avro. C'est-à-dire, en fait, dans le SDK, en fait, on fait de l'Avro. Donc, en fait, on sérialise la donnée en Avro. Ça nous permet d'avoir la gestion des schémas et l'upgrade des schémas, etc. On a dans le futur le DataFusion qui va comprendre de l'Avro, et du coup qui va nous permettre de le convertir en Arrow, et du coup de faire du calcul Arrow. Ouais. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a DataFusion, en fait, on est capable de se brancher sur l'écosystème DataFusion. Ça veut dire on gagne une intégration GraphQL, on gagne une intégration Arrowflight, on gagne plein de choses en fait à partir du moment où on a le Query Engine. C'est assez
c'est assez compliqué d'intégrer Data Fusion dans ce modèle-là parce que Data Fusion c'est un modèle plutôt orienté analytique, tu vois, c'est utilisé pour un flux data et compagnie. Mais en fait, ça nous débraye tellement d'usages dans notre base de données logique qu'en fait, le gain est vraiment phénoménal. Et en plus, on travaille avec la communauté Data Fusion. Donc en plus, on fait des PR. Donc ça, c'est chouette. Et puis tu gagnes de la vectorisation. Demain, si on veut faire du distribué sur le query, ben on pourra aussi. Enfin, il y a plein de choses qui découlent de ça. En fait, le cas d'usage qu'on a, il est très simple. Donc, on a un modèle KV, donc du clé-valeur, mais en fait, les clés-valeurs, elles ont un TTL. Donc, on a un index qui est posé sur le fait si tu as posé un TTL ou pas. Tu vois, t'imagines ton KV, tu prends 3 colonnes, clé-valeur TTL. C'est comme ça à peu près c'est représenté. Bah, comment tu gères l'expiration de ta clé TTL? Bah, en fait, tu as besoin de chercher dans un espace de clé qui contient tes TTL, quels sont les TTL expirés pour les supprimer. Et ben, en fait, c'est ça le moteur de query. On a besoin que nos développeurs de layer soient capables d'exprimer un select étoile where TTL est expiré. Et en fait, c'est un cas d'usage tout bête, mais ça nous demande quand même un peu d'ingénierie, tu vois, pour le rendre serverless et le rentrer dans le SDK. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec la communauté, d'ailleurs, Data Fusion. Cool. Et du coup, sous simulateur. Et pour finir, Pardon, vas-y. Non, bah, du coup, c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de faire. Mais ça nous donne une base de données assez rigolote où, en fait, on a une base de données Avro avec du Data Fusion et serverless. Ça donne un truc assez rigolo avec la gestion des schémas, avec la multitenancy, mais c'est assez rigolo. Et dans laquelle on intègre des mécanismes de trigger, ce qui permet du coup sur des événements comme création d'une entrée, une modification, suppression, tu as différents types de triggers que tu peux définir, sur lesquels tu peux appeler ensuite des systèmes extérieurs, dont le FAS. Et donc ça veut dire que tu peux te faire un back-end dans lequel, sur modification ou sur interaction avec ta donnée, tu as du compute qui vient s'ajouter de manière dynamique là-dessus. Et le trigger, il est dans le layer, c'est bien ça, on est d'accord. Il est même dans le SDK, parce qu'en fait, c'est le SDK qui wrap cette complexité-là. Comme ça, les devs de layer, tu vois, ils ont pas besoin de s'embêter avec ça. Bon, messieurs, j'ai l'impression que on pourrait faire une série d'épisodes. Je pense. Troisième épisode. On aurait presque pu faire 3 épisodes. Parce que si on nous arrête pas là, on en a encore pour 5 heures là. On rouvre la boîte de Pandore à chaque conversation. Oui, parce qu'on peut parler de la gestion des schémas parce que du coup on a des schémas. J'ai cru que t'allais dire et en plus on a été synthétique. Big data. Arrêtez. Et on a été synthétique. Mais non, merci, c'était passionnant. Moi, j'ai appris, c'est assez génial, ce genre d'épisode où tu apprends énormément de choses. Moi, ça a été vraiment une redécouverte de ce produit fascinant. Et puis, bravo pour le job que vous avez fait en termes d'intégration, pour ce que vous avez fait sur ce SDK. C'est toujours intéressant, au-delà du produit, dans ces premiers essais, de voir comment est-ce que vous l'avez appréhendé et comment est-ce que vous en avez fait votre quotidien, quoi. Voilà. Si des gens veulent travailler sur ce sujet-là, on recrute. Et si des gens veulent coder sans le SDK, alors on l'a pas rendu open source, mais on réfléchit à ce truc-là. Mais des gens peuvent prendre la librairie d'Apple qui fait 95% de ce qu'on fait. Vous pouvez l'utiliser, c'est en Apache 2 la licence. Donc ouais. Et merci de ton invitation, Vincent, et merci à nos 2 animateurs du jour. Oui. Que c'était un plaisir. C'était un plaisir.
Ouais. Je trouve ça génial. On mettra dans les show notes des épisodes partout où est-ce que vous pouvez nous suivre, nous retrouver. Évidemment, ce sont les grands classiques. Si vous êtes des auditeurs des podcasts respectifs, vous savez déjà tout ça. Mais on mettra ça pour rappel. Et je pense que de toute façon, nos chemins se recroiseront à nouveau, messieurs, parce que on a encore plein de choses à évoquer ensemble. Je pense qu'il y aura plein de sujets. Chères auditrices, chers auditeurs, si on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à l'enregistrer. Et on se retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.